Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Un face-à-face assez exceptionnel, Alain. Absolument. Aujourd'hui, on reçoit 3 invités. Raleb Bencher, vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. Bienvenue. Merci. Avec nous également Abdeljalil Dari, président représentant de l'Académie diplomatique africaine, fondateur de la plateforme associative CRI, Voix des victimes franco-suisses et expert dans la lutte contre la radicalisation auprès de la Commission européenne. Également Yahya Boumedienne, secrétaire général du CRI, Voix des victimes franco-suisses et secrétaire général également de la coordination des organisations islamiques suisses et islamologue indépendant. Bienvenue à tous les 3. Alors, je suis ravi de vous avoir vraiment parce que, vous savez, de temps en temps, ça revient, etc. Et ce qui est terrible souvent dans des dialogues sur l'intégrisme, etc., on a 2 camps qui s'opposent. Soit vous parlez de l'islam ou de l'islamisme en critique et certains vous disent « mais vous n'êtes islamophobe ». Voilà, et donc, terminé, vous savez, c'est comme on dit « vous êtes ceci, vous êtes extrême droite, vous êtes extrême gauche ». Islamophobie, ça arrête complètement la discussion et puis chacun reste sur son camp à soi. Ou alors on dit « voilà, il n'y a que les autres qui disent, voilà, oui, mais enfin, c'est l'Occident, c'est les Blancs, c'est ceci, c'est les koufars qui ont tout fait, etc. » Et voilà, des 2 côtés, malheureusement, on écoute trop la voix des extrêmes. Et on n'écoute pas la voix, non pas des modérés. Moi, c'est pas le mot modéré ne me plaît pas. La voix des gens lucides, qui disent que c'est quoi ? Chacun a droit à sa croyance, à sa religion, etc. À condition, qu'est-ce que c'est que la liberté ? Quand vous n'empiétez pas sur la liberté des autres, et chacun a droit à ses croyances, à ses combats, etc., tant qu'il ne persécute pas l'autre au nom, justement, que ce soit d'une interprétation de la religion, que ce soit au nom de telle ou de telle idéologie. Et malheureusement, l'histoire, depuis des millénaires, je dirais des siècles, en est remplie. Alors, Raleb Bencher, comment on fait pour arrêter, je ne vous demande pas une solution miracle, il n'y en a pas, je vous donne à tous les 3, comment on fait pour arrêter ce cercle vicieux où, aujourd'hui encore, alors il y a justement des gens comme vous qui travaillent pour un islam éclairé, pour un dialogue, etc. Comment on fait pour arrêter cette espèce de, je dirais, de combat de corps à corps entre les extrémismes, les fanatismes, les intégrismes? Alors, cher André Berkov, la seule façon de sortir par le haut de cette crise qui a assez duré, c'est, dans ce que je vais dire, d'aucuns vont dire c'est de la naïveté, il nous endort par ces propos-là, c'est de mettre de la nuance, de la raison, de la froideur d'esprit, de la distanciation et une volonté réelle d'aplanir les difficultés. D'abord, de voir chez soi, en soi, les manquements à la parole. De commencer à se mettre en question. Bien sûr, soi-même. C'est une règle éthique. Qu'est-ce qui ne va pas quand on est comme ça? Vous avez parlé même d'un corps à corps. Et a fortiori, à propos d'un sujet dans notre propre pays, mais de par le monde, qui est devenu clivant, hystérisant, obsédant, épineux, central, crucial dans des enjeux nationaux et internationaux. On ne va pas encore en rajouter, bien au contraire. Et nos auditeurs ne voient pas les choses, peut-être ceux qui nous suivent sur Internet, c'est que vous avez fait ce geste avec vos mains, et d'aucuns parlent d'une tenaille identitaire. Et nous sommes pris entre 2 mâchoires d'une tenaille. D'un côté, ceux qui disent, et notamment en France, pourquoi sommes-nous les mal-aimés, les rejetés? À chaque fois qu'on parle de notre propre tradition, il y a un synonyme d'épouvante, de terreur, d'obscurantisme, d'archaïsme, alors que c'est le propre des illuminés exaltés, des extrémistes que nous vomissons et que nous dénonçons. Et de l'autre côté, ça devient une sorte de blessure française qui fracture la nation, la présence de ceux qui sont perçus comme étrangers, halogènes, et terroristes en puissance, etc. Alors, raison de plus, encore une fois, nous aurons l'occasion d'en parler ici, d'avoir une vision qui donne
sinon la solution miracle Bien est sûr. en moins d'aplanir les Eh difficultés. bien, c'est un peu pour ça qu'on est là et on fera plusieurs émissions là-dessus. Abdeljalil Dahri, vous êtes donc, ce qu'il y a là, effectivement, vous êtes fondateur de la plateforme Initiative, mais je voudrais justement rentrer dans le concret. Vous dites, CRI voit des victimes. Alors, pour vous, c'est quoi les victimes? Comment sortir, justement, de cette espèce de tenaille dont parlait Raled Bencher, cette tenaille identitaire et cette espèce de surenchère de l'extrémisme? Comment vous combattez cela? Comment en sortir? Merci beaucoup, Monsieur Perkoff, d'avoir nous invités. Depuis 2013, je me suis installé en Suisse. J'ai constaté plusieurs choses. Juste, surtout après l'assassinat du militant politique Chokri Belaïd, par des groupes qui ont été soutenus et endocrinés par l'islam politique qui a sauté sur les institutions politiques en Tunisie, j'ai constaté que l'islam politique en Europe profite de plusieurs avantages non déclarés. C'est-à-dire? Je vous dis quelque chose. D'abord, nous devons confirmer dès le début que le terrorisme n'a aucune appartenance nationale, aucune limitation territoriale, il n'a pas de religion. J'ai constaté que l'islam politique a profité pendant des décennies d'une sorte de stupidité institutionnelle officielle, puisque toujours on a voulu en tant qu'État, en tant qu'institution officielle, travailler avec les musulmans en tant que communauté religieuse organisée dans des lieux de culte seulement. On marginalise les autres acteurs civils musulmans. Tous les musulmans doivent être des religieux, enfin oui, voilà. Oui. Et puis, il y avait des problèmes. On a vu en Suisse, par exemple, des centres qui ont mis le tapis rouge pour des prêcheurs de haine, comme Pécher Blahsan, comme les élèves de Al-Qaradawi. On a vu Al-Qaradawi, oui. Oui, on a vu le fameux prédicateur de Al Jazeera. On a vu que le centre islamique de Genève a été le passage pour le voyage du terrorisme pour la Syrie. Il y avait l'incident de l'assassinat des terroristes au Maroc. On a vu des prêcheurs qui tiennent le double discours. Tout ça m'a poussé vers la réaction. Parce qu'il y a aussi la majorité des musulmans en silencieux, qui ne sont pas organisés dans des lieux de culte. Il y avait aussi la volonté de manipulation de la représentativité des musulmans. Par exemple, en Suisse, il y a deux fêtières qui représentent les musulmans. Il y a le kiosque et une autre fêtière. La spécificité du kiosque, qu'il est une plateforme de coordination. Il y a des associations. C'est la vôtre, ça, oui, le kiosque, des personnalités, mais surtout, il y a la diversité. Il y a des soufis, des chiites, des sunnites. Il n'y a pas dans l'autre fêtière. Alors, l'autre fêtière, il a insisté, il a travaillé pour exclure le kiosque du Conseil suisse des religions. Tout ça m'a poussé vers, d'abord, l'action associative, rassembler des acteurs, rassembler des associations, des groupes de réflexion, des institutions comme l'institution Kalima, institution de formation comme la Cercle Soufi de Genève. L'idée de base, c'est quoi? C'est de dire, au fond, il n'y a pas une interprétation de l'islam, y a plusieurs interprétations, plusieurs lectures, plusieurs pratiques aussi. Plusieurs pratiques, oui. Le contexte est unique, le contexte sacré est unique, mais la pratique, la lecture, l'interprétation est différente. Et chacun est libre de son interprétation. Aujourd'hui, nous sommes dans un impasse. Parce qu'il y a beaucoup de diversité au sein de l'islam. Il y a aussi la volonté de domination. Aujourd'hui, Monsieur Perkoff, je sais que parce que vous êtes un bon connaisseur du contexte oriental et arabe et musulman, il y a, par exemple, de conflits entre les chiites et les sunnites. Conflits sanglants parfois. Conflits de takfir. Conflits de...
Cher Abdel, on va en parler juste après cette petite pause. On va continuer avec Yahya Boumedienne et avec Ghaleb Bencher, bien sûr. On va essayer de creuser tout cela, c'est très important. Restez avec nous, on se retrouve après une petite page de pub. Si vous pensez également qu'un islam de France, un islam des Lumières est possible, on attend vos réactions, vos témoignages en deuxième partie de cette émission. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Guerre ou paix, au moment des bruits de bottes en Russie, en Ukraine et ailleurs, nous parlons effectivement de comment quitter au nom de Dieu, et Dieu sait si on s'est massacré au nom de Dieu depuis des siècles, comment aller vers les chemins, sinon de la paix, au moins de la compréhension et de l'acceptation de l'autre. C'est fondamental. Avec Ghaleb Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France, avec Abdeljalil Dahri, fondateur de la plateforme associative CRI Voix des Victimes Internationales, et avec Yahya Boumedienne, secrétaire général du CRI Voix des Victimes. Alors, Yahya Boumedienne, comment on avance de ce point de vue-là? De votre point de vue, vous êtes islamologue indépendant, comment on avance? Alors merci d'abord pour votre invitation. Je crois que le sujet a été déjà abordé par cher Ghaleb et cher Abdeljalil. Vous-même, vous aviez introduit la question des extrémismes. Il y a l'idée fondamentale d'aplanir ces tensions et ces allergies de l'extrémisme de part et d'autre. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à quoi? Au texte, à la pratique, à Alors, quoi? toute la problématique est au niveau de l'interprétation, qui interprète et quelle autorité. Rappelons quand même, au sein de l'islam, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de statut légal. Il n'y a pas de pape qui va officialiser, canoniser, si vous voulez, une certaine version d'interprétation. Historiquement parlant, vous avez des interprétations diverses et variées, qui se comptent par centaines, voire par milliers. Et aujourd'hui, le risque, ce n'est plus un risque, c'est un fait, c'est que toute personne, fragile ou pas d'esprit, la question aussi, elle a été soulevée, la fragilité émotionnelle, la fragilité psychologique, la fragilité ontologique, la fragilité sociale, ça joue, mais ce n'est pas déterminatif, mais c'est à prendre en considération. Quand est-ce, à quel moment on a ce passage à la violence? Parce que la question concerne quand même une violence. Le passage à l'acte. Le passage à l'acte, une violence qui passe d'un discours, d'une idée, d'un concept imaginaire chez les êtres à un acte violent. Et on a vu 2015, on a vu bien avant aussi 2015 en France, on a vu à l'échelle mondiale que les attentats, le terrorisme, la radicalisation, la violence, par des biais extrêmement divers aussi, des formes multiformes, parfois par des passages politiques, parfois c'est à cause sur un substrat sociologique, parfois sur un substrat individuel. De Salman Rushdie à Charlie Hebdo, etc. Absolument. Alors on pourrait prendre... Tout cela fait qu'aujourd'hui, que la question est extrêmement complexe, et revenir, pour reprendre peut-être le terme de Ghaleb, et cette conception, d'aplanir ces allergies et ces tensions, c'est de revenir à un juste milieu, et de quitter les positions extrêmes. Alors, l'extrémisme, c'est de prendre... D'ailleurs, même, si vous voulez, dans le substrat linguistique de la langue arabe ou les langues sémitiques, de manière générale, c'est de prendre un côté d'une réalité, de prendre seulement une dimension d'une réalité et considérer que cette dimension, c'est le tout. C'est le tout. C'est la totalité. C'est la totalité. Et qu'est-ce que l'totalité? C'est l'humanité. D'abord, et cette humanité, pour pouvoir la réaliser tous ensemble, il faudrait qu'il y ait de bonne volonté. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, avec les politiques, avec les programmations, peut-être pour parler un petit peu de radicalisation concrètement, quel programme assigne-t-on aujourd'hui pour traiter les cas de radicalisation? Et la radicalisation, elle est plurielle, elle est multistrate. Est-ce que les prisonniers qui ont été radicalisés, jugés et condamnés sont les mêmes que ceux qui sont chez eux, qui suivent des prêches par le biais des prophètes de YouTube et des prophètes des réseaux sociaux? Parce que c'est les nouveaux prophètes, c'est une nouvelle forme. Aujourd'hui, vous avez des personnes sur les réseaux sociaux, malheureusement, qui peuvent réunir
réunir des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Voire des millions, ouais. Et ces gens-là, ce qu'on appelle les influenceurs, influencent, déforment des réalités extrêmement complexes que les spécialistes eux-mêmes n'oseraient même pas en parler, parce que l'histoire est longue, l'exégèse est longue. Donc vous avez un champ brûlant de toute une histoire humaine qui ressort en fraction de seconde. On va en parler, Yahya Boumedienne, mais justement, je voudrais entendre Aleb Bencher là-dessus, justement. C'est presque les travaux d'Hercule, parce que il y a effectivement une complexité, ce que disait Yahya Boumedienne et Abdel Jalil Dari, il y a tout ça, mais effectivement, en fait, il y a aussi la tentation totalitaire, qui a toujours existé, et pas seulement sur l'islamisme et autres. Et il y a une facilité d'aller dire, voilà, la réalité, elle est comme ça, on vous dit c'est comme ça, il y a les salauds et les bons, les koufars et les... Comment, effectivement, creuser cela? Est-ce que c'est l'éducation à la base? C'est quoi? Une vision programmatique. J'implore votre indulgence et celle des auditeurs. Je vais prendre une métaphore que au moteur thermique, à une ère de transition écologique, c'est mal vu. C'est un moteur à 4 temps. Le premier temps, forcément et nécessairement, une riposte sécuritaire et de renseignement. Et nous savons gré aux forces de l'ordre qui déjouent les attentats perpétrés au nom de la tradition religieuse islamique. Nous sommes prêts et les premiers à les dénoncer, condamner, fustiger avec force. Et rien ne les justifie. Aucune cause, si noble soit-elle, et encore moins au nom du sacré divin, etc. Mais ça ne suffit pas. La riposte sécuritaire seule, pour nécessaire qu'elle soit, n'est pas suffisante. Donc il y a un deuxième temps qui est... Alors certains parlent d'un contre-discours. Je n'aime pas beaucoup l'appellation parce que ça sous-entend qu'à une propagande, on oppose une autre propagande et ce n'est pas trop bon. C'est pas efficace. Donc, et ce n'est pas efficace, donc nous parlons d'un discours alternatif et d'une connaissance de la complexité des choses. Le troisième temps, pour faire vite, c'est la réponse éducative culturelle. Il n'y a pas mieux et meilleure approche pour dérider les crispations identitaires et donner de la connaissance que par l'éducation au sein des familles et aussi l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture. Aussi bien la famille que l'école. C'est pour ça que j'ai parlé d'éducation et d'instruction. La famille éduque et l'école instruit et donne l'acquisition du savoir. Et tout cela avec l'ouverture sur le monde, l'altérité, notamment l'altérité confessionnelle. Mais Aleb Bencher, comment ça se fait? Non, parce que là, vous abordez un point fondamental. Comment ça se fait? Parce que cette discussion, on l'a depuis des décennies, ou presque. Hein. Comment ça se fait que rien n'a été fait pour le moment? Enfin, rien. Des choses ont été faites, des efforts ont été faits, mais elles sont quand même très timides par rapport à ce qui devrait être fait là-dessus, dans les communautés. Oui, vous avez raison d'utiliser le pluriel. Nous ne reconnaissons qu'une seule communauté nationale d'un destin commun, au sein de laquelle il y a des franges, des composantes ou d'autres communautés. En ce qui concerne la composante islamique de la nation, dont le tissu social n'est pas tout à fait harmonisé, puisque vous avez ceux qui sauvent le marché des Hurling à Deauville et le marché des Pouliches à Longchamp, mais on ne dit pas de ceux-là qui sont islamo-délinquants, islamo-fascistes, islamo-nazis ou islamo-gauchistes. Et ce qui est curieux, parce que dans une obséquiosité servile, on leur baise la main, et je suis même pas sûr qu'ils soient d'un quelconque secours pour la nation d'une manière générale. Et vous avez de l'autre côté, avec le respect que j'ai pour leur dignité d'être humain, des hommes et des femmes prolétarisés, ghettoisés, marginalisés, défavorisés, etc. Et l'on se retrouve, parce qu'ils se sentent, à tort ou à raison, mais le plus souvent aussi à raison, discriminés, brocardés, rejetés, etc. Ils se réfugient dans une autre identité perçue comme étant supranationale et au-dessus de l'identité française, la leur. Oui. Et celle-là, donc l'appartenance à cette fameuse Oumma fantasmée au réel, avec un discours qui prend facilement, surtout de type islamiste, où on en vient leur dire « ta vie ici-bas est ratée au part et lettre, mais ne rate pas celle de l'au-delà qui est annoncée comme meilleure et durable. » Et tu dois le faire en combattant. Tu dois non seulement en combattant pour redorer ton blason qui est terni, mais tu dois suivre aussi mes prescriptions à moi, parce que je connais mieux que toi les préceptes sacrés, etc. J'allais dire, ce discours a pu prendre auprès notamment d'une jeunesse fragile d'esprit et surtout d'une grande indigence intellectuelle. Vous savez que lorsque nous avons 300 ou 400 mots pour s'exprimer, on est potentiellement violent.
Donc il faut élargir, ne serait-ce que le champ sémantique et commencer par instruire. Éducation. On va continuer à parler de tout cela après une petite pause et ensuite ce seront les auditeurs du Sud Radio qui prendront la parole avec vous. Absolument, vous n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300 pour nous donner votre avis. L'islam des Lumières, la laïcité, l'islam de France. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors voilà, quand le couvercle de la marmite est sur le point d'exploser, quand la marmite bout, quand on sent toutes ces tensions identitaires, communautaires, religieuses se multiplier, qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas de l'huile sur le feu, on essaye d'apaiser les tensions. Sinon, tout le monde est perdant et rien ne se fera. Alors justement, Abdel Jalil Dari, vous avez écouté ce que dit justement Ghaleb Benchef par rapport aux ceux qui se sentent victimes, etc., qui sont prêts à écouter les sirènes des extrémistes qui vont leur permettre le paradis, etc. Qu'est-ce que vous faites face à ça? Vous, au CRI, par exemple, à la voix des victimes. Oui. Écoutez, Monsieur Perkov, le clé de voûte de notre action, c'est d'être un acteur, n'est pas un victime. L'instrumentalisation de cette mentalité de victimologie a été utilisée par l'islam politique. Par l'islam politique pour le recrutement, pour le travail, pour tenir le double discours contre l'État, contre la République. Nous sommes des acteurs. Et c'est pour cela qu'on a pris... Alors qu'est-ce que vous faites justement concrètement? L'axe principal de notre philosophie d'action, d'abord, c'est la formation, le dialogue. On a organisé, depuis 3 ans, on a organisé 150 conférences, entre visioconférences et conférences présentielles. On a organisé 17 ateliers pratiques concernant la radicalisation, des ateliers avec des jeunes, avec des éducateurs, avec des enseignants, La vérité, on n'a pas trouvé de l'aide de l'État parce qu'il y a beaucoup de méfiance. Il y a le rejet aussi parce que l'État en Suisse, ils sont habitués à traiter avec une représentative communautaire, vous voulez dire religieuse. Ça veut dire un mosquée enfermé qui plaît parce qu'il tient le double discours. Il peut recevoir, par exemple, Bachir Belhassan, il peut recevoir Rachid El-Ghanouchi en cachette, le leader de la milice de l'Arbre, etc. Nous, ça a été un peu comme ça. Il y avait aussi le business. On a créé des centres, soi-disant des centres d'études de l'islam, qui sont trouvés un aménagement de traitement avec des courants politiques dans le cadre de business. Mais pour revenir, quand vous dites vous faites des conférences, etc., vous essayez d'aller vers justement qu'est-ce qui est du ressort de l'interprétation. Vous essayez d'ouvrir les consciences, c'est ça? C'est pour cela on a insisté d'inviter toutes les tendances. On a invité des femmes imams, on a invité des chiites, on a invité du sunnite, on a invité des alaouites. On invite tout le monde pour construire, parce qu'il y a une volonté de manipulation dangereuse au sein de la communauté musulmane. Vous soyez avec moi, vous êtes kéfir, ou vous êtes contre l'islam. Vous défendez certaines personnes impliquées dans des affaires juridictionnelles, ou vous êtes kéfir, etc. Il y a cette volonté de manipulation. On a subi de mépris, des menaces, etc. Mais on a continué de travailler. Le 25 juin, on a organisé, et M. Ghaleb Benchef, il a été avec nous, un grand colloque international pour le dialogue interreligieux. C'est pas du dialogue du blablabla diplomatique, etc. On a posé des questions. On a posé des outils de travail pour animer et pour aussi continuer le dialogue. Le 16 novembre, on organise un atelier
internationale franco-suisse concernant radicalisation religieuse et radicalisation sociale. D'accord. Ça veut dire, on a initié, permettez-moi, M. Perkov, on a initié avec l'Institut Kalima.com une plateforme de consultation religieuse, de consultation spirituelle, avec plateforme d'unité et j'ai compris espoir. qu'on peut consulter, etc. Oui. C'est quoi le site? C'est institutkalima.com. Ah, c'est l'Institut Kalima.com. Ou dignité et espoir.ch. Alors justement, Yahya Boumedienne, juste un mot, c'est très bien tout ça, c'est important, et tout ce que vous faites est important. Mais effectivement, est-ce que, très lucidement, je pose la question à Raleb Bencher et à Abdel Jalil, mais est-ce que franchement, est-ce que la raison, c'est tout le problème, peut l'emporter sur la passion? Parce que quand on discute d'opinion, on discute d'opinion. Mais c'est très difficile de discuter de passion. Parce que la passion, c'est autre chose. Ce n'est pas rationnel. C'est irrationnel, quelle qu'elle soit. Hein, je veux dire, pas seulement la passion religieuse, mais la passion amoureuse, etc. Donc, à votre avis, ce combat, est-ce qu'il est... Il est évidemment possible et nécessaire, mais on en est où? On peut l'emporter ou pas? Je suis assez optimiste par rapport à la question. Peut-être que je suis assez parmi ceux qui sont très optimistes. Je crois que le spirituel doit l'emporter. Et je crois que c'est un outil extrêmement important aujourd'hui dans un monde où les tensions fusent de tous côtés, ou une dislocation du monde par le biais, par ce qui se passe concernant la guerre, etc. Toutes ces menaces sociétales, extra-sociétales et intra-sociétales, je crois que le spirituel doit l'emporter comme outil d'interprétation, parce que je retiens que la question in fine, quelle interprétation prioriser aujourd'hui dans un monde où les interprétations produisent des monstres? Alors, quelle interprétation, Raleb Bencher? Est-ce qu'il y a une interprétation où il faudrait être les 100 fleurs, comme disait Mao Tse-tung? Je ne le mets pas dans ce dialogue religieux, mais comment effectivement il y a des interprétations, vous l'avez tous dit, comment faire pour que l'interprétation la plus paisible, pacifiée, apaisée et apaisante l'emporte? Alors, comme nous n'avons que très peu de temps et on ne va pas faire tout un colloque ad hoc là-dessus, j'y vais directement à la réponse. La réponse ou la riposte doit être théologique. Et la bonne interprétation, mais je le dis de mon point de vue, je ne veux pas verser tout de suite dans le dogmatisme et dans le fanatisme en disant que moi j'ai la bonne interprétation et j'ai la clé formidable. Mais il y a, et je ne veux pas faire le pédant, ce qu'on appelle en termes techniques une prémisse axiologique. L'axiologie, ça traite de l'éthique et des valeurs. Eh bien, cette prémisse-là, ou ce postulat de base, c'est que tout ce qui ne concourt pas vers la liberté de conscience, l'égalité ontologique et juridique des êtres humains par-delà leur appartenance confessionnelle et autres. Tout ce qui ne sacralise pas la violence, tout ce qui ne sépare pas le champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance ne sera pas accepté comme grille de lecture et comme exégèse, comme interprétation des livres sacrés. On ne peut pas se prévaloir du divin pour semer le chaos. On ne peut pas se prévaloir de la transcendance pour tuer autrui. On ne peut pas minimiser le rôle de la femme sous prétexte que on a lu tel ou tel passage du Coran ou telle interprétation d'un aphorisme prophétique, etc. Donc, en fait, c'est l'universalisme, vous dites, c'est ça. À défaut de l'universalisme, quelque chose d'universalisable pour tous. Ne pas torturer autrui, c'est universel. Ne pas tuer autrui comme ça innocemment, c'est universel. Ne pas entrer par effraction dans la conscience d'autrui, c'est universel. Et de ce point de vue-là, on est d'abord des êtres humains avant d'être des croyants, des non-croyants, appartenant à telle ou telle confession, etc. Être humain d'abord, être humain en premier. Et donc, il faut conjuguer les humanités, donc l'humanisme, avec cette éducation dont nous parlions tout à l'heure,
et ça me paraît être de la plus haute importance. Certes, et on va voir si nos auditeurs sont d'accord ou pas, justement, sur cette... Et nos trois interlocuteurs sont d'accord là-dessus. On va vers l'humanité ou on va vers la mort. Hein. C'est le mortifère. Hala, qui avons-nous? On reçoit aujourd'hui Françoise Dallès. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Bonjour Françoise. Bonjour André, bonjour Ala, bonjour à tous vos invités. Voilà, ben moi je rebondis là sur la phrase qu'un de vos invités vient de dire et que je trouve très belle. Conjuguer les humanités. Et ben c'est ce que je fais avec ma voisine et sa famille. Donc c'est une famille c'est une famille kabyle. Son père qui est décédé maintenant était imam sunnite. Il est venu faire la guerre en 1945, puis après il est venu travailler dans les mines du nord de la France, puis ils sont venus ici. Donc moi je les connais depuis toujours, puisqu'ils étaient déjà là quand je suis née. Oui. Et disons, c'est une famille qui m'est vraiment... je trouve, voilà, très proche, oui, mais c'est une famille qui est alignée, c'est-à-dire que ce sont des chrétiens, des chrétiens, des croyants, je veux dire, et qui mettent... ils sont pratiquants. Ils sont chrétiens ou ils sont... Non, j'ai fait un lapsus. Ils sont musulmans, mais musulmans sunnites, mais ils mettent, ils mettent en pratique leurs croyances. Ce ne sont pas que des discours. Voilà. D'accord. Et c'est ça, c'est conjuguer les humanités. Et donc, nous partageons plus que ça, nous partageons l'entraide, mais donc nous lisons la Bible ensemble. J'ai lu le Coran, j'ai lu la moitié. Là, voilà, j'ai lu la moitié. Et quand je ne comprends pas quelque chose, et ça me rappelle ce que vous disiez là, il y a quelque temps de cela, quand l'imam est parti, là, l'imam radical. Oui, Iskousen, Hassan Iskousen. Il disait qu'il ne fallait pas, disons, un homme ne devait pas instruire une femme. Et bien moi, quand je ne comprends pas quelque chose, ben je demande à ma voisine, je demande à ses frères. Voilà, et cette famille vous instruit, j'ai bien compris. Il n'y a aucun souci. Et hier encore, hier soir, avec ma voisine, donc qui est assistante juridique, nous lisions la Bible. Alors nous alternons, des fois nous lisons le Coran, des fois nous lisons la Bible. Et hier nous lisions la Bible, nous prions, donc voilà. Et je trouve que... Oui, c'est un bel exemple, Françoise, c'est un bel exemple et c'est un bon début, ça. Oui, il ne faut pas être dans l'extrémisme et se dire qu'on détient la vérité. Il faut respecter la différence de l'autre. Et je voulais juste conclure en disant à nos auditeurs qui voudraient découvrir un peu plus, je ne sais pas si vos invités seront d'accord avec moi, mais moi j'ai vu plusieurs films de Youssef Chahine, donc qui est un réalisateur égyptien, dont Le Destin. Le destin, ça donne une autre idée de ce que c'est l'islam des Lumières. Et voilà, et je voulais... Bien, merci Françoise. Voilà. Merci, écoutez, c'est très clair. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou on passe peut-être à un autre auditeur? On passe tout de suite d'abord à la pub et on revient tout de suite avec les réactions et les témoignages de nos auditeurs. 0800 26 Allez, 60 la pub. Et ensuite l'auditeur. Sud. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous aussi, avec nos interlocuteurs qui sont dans tous leurs états, mais très calmement, et nous sommes tous justement dans le calme parce qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'approfondissement sans un peu de sang-froid et sans penser contre soi-même. N'oubliez jamais, remettez-vous en question. Et je finis par cette phrase magnifique d'un intellectuel américain, c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks tartare. Alors, qui on a comme auditeur? Nous avons Anne de Montpellier. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Bonjour à tous, bonjour à Monsieur Benchek. Alors j'ai une question pour Monsieur Benchek et qui concerne plus précisément la Fondation de l'Islam de France qu'il préside. Je voudrais rappeler que cette fondation est donc financée par le contribuable et que notamment Emmanuel Macron a annoncé en 2020 10 millions d'euros. Et je rappelle également que plus de la moitié des Français ne se revendiquent d'aucune religion. Donc ma première question, je voudrais savoir si Monsieur Benchek fait bien la différence entre laïcité et coexistence religieuse. Parce que la Fondation de l'Islam de France a organisé en 2019 une conférence interreligieuse à Paris avec la Ligue islamique mondiale d'obéissance saoudienne, où les athées ont été ciblés dans les discours. Donc j'aimerais savoir à quel moment l'intérêt public est présent ici, puisque la Fondation est dite laïque et d'intérêt public, et c'est pour ça qu'elle est financée, et où est la laïcité. Je lis ensuite
le rapport d'activité de la Fondation de l'Islam de France. Entre autres, quelques exemples, renforcer le lien islam-nation patriotique. Allez-y assez vite, Anne, parce que je comprends, mais on peut pas. Voilà, on peut pas. Je me dépêche. Oui. Donner les clés scientifiques de compréhension de l'islam, soutenir l'affirmation d'un islam progressiste, etc. Est-ce que c'est le rôle du contribuable français de contribuer à une réforme ou un éclairage de l'islam dans une nation laïque? Est-ce que le problème c'est que les Français ne connaissent pas l'islam, ou est-ce que le problème c'est que trop de musulmans français ne connaissent pas l'histoire et la culture qui ont créé notre société française laïque? Est-ce que l'argent ne serait pas mieux utilisé à faire comprendre aux musulmans français ces points-là, et notamment la liberté de conscience qui n'est pas la liberté de religion, et le droit absolu à l'apostasie qui est insuffisamment affirmé par les responsables musulmans dans leur ensemble? Ok, voilà. Ghaleb Bencher. Oui, je suis mitridatisé par rapport à ce discours et je réponds tranquillement et je dis à notre chère Anne que lorsque nous viendrons à Montpellier dans le cadre de notre université populaire itinérante, je répondrai davantage à ces questions parce que là le temps ne le permettra pas. Le contribuable français, et je suis contribuable, ne participe absolument pas au financement de la Fondation, et j'aimerais bien, notre cher Emmanuel Macron nous a promis 10 millions d'euros. Au mieux, nous aurions, j'utilise encore le conditionnel, 700 000 euros, donc on est à 7%, pour des projets fléchés. Ce sont des missions pour lesquelles la Fondation est délégataire, et ce sont des missions régaliennes de l'État que je vous rassure, Anne, je fais une distinction entre le politique et le religieux. Je suis un farouche adepte de la laïcité, et c'est pour ça que je siège au Conseil des sages de la laïcité. Maintenant, pour la fameuse conférence, si j'étais un homme imbu de ma personne, je me serais mis au centre de la place de la République et j'aurais tendu ma main pour qu'on la baise matin et soir pour ce que j'ai fait, parce que pour une fois, nous avons le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale qui est venu reconnaître à Paris la liberté de conscience, l'égalité entre les hommes et les femmes, et dénoncer le terrorisme abject qui sévit au nom de la religion et qui s'apprêtait à aller à Auschwitz pour fondre l'antisémitisme. Au contraire, il y avait même des gens athées, des Bahaïs, qui ont pris la parole à cette même rencontre, et vous auriez dû y être vous-même. Et puis, si ça devait être aussi horrible que cela, pourquoi alors j'ai été réélu au sein du conseil d'administration alors que l'État siège dans notre fondation puisqu'elle est reconnue d'utilité publique? Je voudrais juste ajouter, Anne, je comprends, moi je partage juste une chose, évidemment, je dirais la laïcité, mais vous savez, il faut voir ça partout. Est-ce que moi j'ai été extrêmement choqué, je vous le dis, en tant que laïc, par le déboulonnage de la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, alors que la population entière voulait garder la statue de Saint-Michel. Eh bien, une association laïque qui s'appelle la Libre Pensée a demandé, obtenu contre l'avis de la population des Sables d'Olonne, que l'on déboulonne la statue de Saint-Michel, alors que franchement, je ne sache pas que les cathédrales, que les églises de France soient une insulte à la laïcité aujourd'hui. Donc, faut toujours voir, effectivement, vous savez, le problème est qu'il faut avancer. Et il faut avancer, évidemment, qu'il y a qualité et défaut. Je voudrais juste donner la parole à Abdeljalil Dahri. Au fond, aujourd'hui, le plus important, c'est de se rencontrer et de parler et d'expliquer avec courage, parce que c'est pas facile aujourd'hui. Oui, d'échanger avec courage, avec crédibilité et avec objectivité. Aussi, c'est très important. J'aimerais bien annoncer quelque chose que notre plateforme sous l'égide de l'Académie diplomatique africaine internationale, en collaboration avec la coordination des organisations islamiques suisses, vient de créer le prix international islamique pour récompenser chaque année une personnalité. Le prix international qui s'appelle, pardon, Prix international islamique. D'accord. Prix international. Et pour récompenser quoi et qui? D'initiatives, travail scientifique, personnalités qui ont défendu, qui ont œuvré, qui ont travaillé pour un islam modéré, un islam d'ouverture, de partage, un islam de respect de l'autre. J'aimerais bien dire quelque chose. J'aimerais bien être reconnaissant pour
trois personnes. D'abord, mon cher ami, professeur Hatem Ben Salem, l'ex-ministre. Oui, je sais, mais Abdel Jalil, vous n'allez pas. Oui, allez-y. le président de la commission scientifique, professeur Ngom Sayou, président de l'Académie diplomatique africaine, et aussi, surtout, professeur Farhat Afshahar, qui a œuvré pendant 40 ans en Suisse pour un islam modéré, un islam de dialogue. Moi, je voudrais finir par une question, c'est oui ou non vraiment terminé. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on voit, du spectacle qu'on voit aujourd'hui à Téhéran, en Iran, où après, vous savez, la police religieuse a littéralement, on peut dire, massacré une jeune femme qui n'avait pas mis son hijab. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe en Iran avec des milliers et des milliers de gens, je ne dis pas que c'est la révolution, mais qui se coupent les cheveux, de femmes qui enlèvent leur voile et qui le jettent au feu. Est-ce qu'il n'y a pas justement, à un moment donné, devant tous les extrémismes, quels qu'ils soient, la réaction des peuples, vous voyez, iraniens, etc. Oui, assurément, oui. Il faut d'abord rendre hommage au courage de ces femmes. Et je m'incline en toute humilité devant cet acte de bravoure et cet acte de résistance des femmes iraniennes et des femmes afghanes. Les secondes ont droit à l'éducation et c'est leur droit inaliénable. Les premières ont droit à la liberté et de s'habiller comme elles l'entendent, musulmane ou pas, donc il faudrait rendre hommage à ça, et vous avez raison de mettre en avant la question du réveil des peuples et la résistance des peuples, et elles ont notre soutien le plus total. Ça ne souffre aucune tergiversation. Je fais le lien avec la question de l'apostasie. Le pire des méfaits est un crime de lèse-conscience. On ne peut pas entrer par effraction dans la conscience des personnes humaines. Et dans ce cas, les femmes iraniennes nous donnent une leçon de courage. Merci Ghaleb Benchef, merci Abdel Jalil Dahri et merci à Yahya Moumediane. On a quand même essayé d'avancer. Merci à vous, nos trois invités du jour. Et on se retrouve donc demain avec un invité d'exception que nous avions déjà reçu l'année dernière pour son livre Lettres d'un hussard de la République. Il s'agit de Didier Lemaire et il revient avec Petite philosophie de la nation. Tout de suite, vous retrouverez Brigitte Lahaye qui reçoit Lucie Vincent, neurobiologiste, auteur de plusieurs ouvrages comme L'amour de A à XY et Faites danser votre cerveau. Au revoir, merci.